l'accès à la culture s'est fait petit à petit en allant voir à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté les jeunesses théâtrales, les jeunesses musicales, et je trouvais que c'était très bien. Il y a beaucoup de souvenirs, comme de voyages, de personnes qui ont été voyager avec eux. Quand on fait quelque chose collectivement, on est vraiment beaucoup plus proche. Mais c'est touchant de voir comment on parvient à se retrouver quand même à un endroit, alors qu'on est si différents tous. Je suis sortie aussi différemment, avec presque les larmes aux yeux, tellement je suis rentrée dans l'univers de ce spectacle. Beaucoup de générations, beaucoup d'origines, des femmes, des enfants. C'est quelque chose de vraiment... Tu peux le sentir, mais tu ne peux pas l'expliquer vraiment. Mais grâce au playback, ça m'a rendu confiance en moi et j'ai pu vaincre ma timidité. Ah oui. Ça donne une opportunité de développer aussi, nous, en tant que spectateurs, nos petits potentiels artistiques. Parce que je crois que tout le monde a ça. Il faut juste qu'on nous donne un peu les outils pour que ça se développe. Donner des outils pour que ça se développe, c'est pas mal ça comme intro. Justement sur cette deuxième table, donc sur les pratiques de médiation. Donc 4 expériences autour de cette idée de la médiation. Ben Amidou, Arnaud Pirot, Valérie Berthelot et Patricia Oletti. Alors peut-être pour commencer cette table ronde, parler un peu, je sais pas moi, carte d'identité si on veut, donc même ici. Ouais, c'est ça. Surtout ici. Dans le sens, voilà, vous travaillez dans une structure que vous avez créée, d'autres dans laquelle vous collaborez. C'est quoi cette structure? Quelles sont un peu ses spécificités? Et puis, quelle est votre fonction au sein de cette structure? Moi, j'habite Molenbeek, pas très loin, connu sous le nom de Molen. Donc, je suis à la fois artiste, comédien, et j'ai eu la chance de pouvoir, moi, faire du théâtre dans le milieu associatif. Donc, j'ai commencé, je ne vais pas faire tout l'historique, mais en gros, j'ai commencé à travailler avec des troupes de théâtre-action. À l'époque, c'était le CASI, le Centre d'Action Sociale Italien. Donc j'étais la seule merguez à l'intérieur, je chantais italien et portugais, des chansons révolutionnaires. Donc ça m'a donné envie de faire du théâtre. Et bien plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler comme comédien, dans mon quartier, à l'époque des contrats de quartier, ça se développait. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais proposer ou qu'est-ce que tu pourrais faire? Et à l'époque, on va dire qu'on était dans une politique plutôt de consommation. Donc je me suis dit, on ne va pas jouer au mini-foot jusqu'à 60 ans. Et donc je me suis dit, on va proposer des activités artistiques. Et donc on a créé une association pour proposer et revitaliser le quartier uniquement par de la pratique artistique. Et donc je me suis entouré d'une bande de potes comédiens. Et puis on a commencé à proposer des petites activités, vraiment des ateliers très très simples. Et petit à petit, on a commencé à avoir vraiment des demandes dans les associations, dans les maisons de quartier, dans les maisons de femmes. Et là, ça fait une quinzaine d'années que Smoners ASBL, voilà, que ça dure. Et puis, on a des projets très différents. On a aussi bien créé des opéras intergénérationnels, on a créé des spectacles de théâtre. Cette année, par exemple, on travaille sur un spectacle dans une maison de femmes, avec des lettrés, d'autres pas. Donc c'est vraiment pouvoir donner la possibilité à ce public-là et à d'autres de pouvoir pratiquer et d'avoir une connaissance de pratiques artistiques et aussi de pouvoir évoluer et d'aller voir surtout des spectacles et de sortir aussi du quartier. C'est ça, parce que c'est une association qui travaille sur un quartier. Oui. Mais on accepte les gens qui viennent d'autre part aussi, donc on n'est pas sectaire. Voilà. Et donc pour recadrer, donc, vous faites à la fois des formes d'ateliers, animation, etc. Et puis aussi un volet création professionnelle, donc
votre travail, on va dire, et puis du travail aussi partagé, comme disait tout à l'heure Saada, peut-être plus senti que participatif. Oui, c'est ça. On a de la chance de pouvoir évoluer dans différents théâtres. Donc le fait d'avoir ces publics-là qui viennent voir ou mes spectacles ou d'autres spectacles dans lesquels j'interviens, bah, ça permet déjà de les avoir. Et puis on a eu aussi cette démarche de dire, bah, si ce public-là ne vient pas au théâtre, parce qu'on sait que c'est très difficile, on va aller nous vers eux. Et donc on a commencé par aller dans les maisons de jeunes, des associations, et puis depuis 4-5 ans, là, on commence à jouer des petites formes théâtrales dans les salons de thé. Donc on va dans différents salons de thé et on propose vraiment des formes de théâtre sur des thématiques bien précises, très très simples. Ça permet d'avoir, on parlait tout à l'heure de proximité de théâtre, ça permet d'avoir vraiment une proximité avec le public et surtout, je le dis toujours au théâtre, ça permet d'avoir un échange et surtout un débat après. Bien, merci. Arnaud Pirot, Groupe en fonction. Alors c'est une compagnie française qui est née d'abord en 2004 pour accueillir mon travail de metteur en scène. Donc, je suis metteur en scène au sein de cette structure et qui aujourd'hui accueille des projets d'interprètes ou de collaborateurs du groupe en fonction. Voilà. C'est une sorte de, on va dire, de co-direction artistique avec un trio. Voilà. C'est pas un collectif, il y a une vraie direction artistique. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de plateforme de projets multiples. Et puis, depuis 2008, on a découvert ce que pouvaient être des projets de pratique amateur. C'est quelque chose qui nous est arrivé, voilà, avec un projet qui s'appelle Weekend Heroes, qu'on a joué ici avec le Théâtre Les Tanneurs en 2011. Ouais, un truc comme ça. Et 2011. Et voilà, depuis cette histoire avec ce projet, alors on y reviendra peut-être plus tard, on développe maintenant d'autres projets de pratique amateur parce qu'on a réussi à trouver un sens pour nous à aller à la rencontre des gens qui voulaient nous rejoindre en fait et travailler avec nous. Donc ce qu'on appelle la création participative ou partagée, comme disait tout à l'heure Saada, c'est un accident. C'est un accident, ouais. Ouais, c'est un accident. En fait, on a monté cette pièce Weekend Heroes de manière très très auto-centrée avec des copains. Et puis, quand on l'a joué, des gens qui ont vu la pièce nous ont demandé s'il était possible de le faire. Et on est reparti en résidence une semaine au Polo, au Pôle des Arts Urbains à Tours. Et on a travaillé sur la création d'un protocole de transmission des outils qui permettrait à quelqu'un qui ne pratique pas de devenir un héros dans la pièce Weekend Heroes. Voilà. Et ce protocole en fait nous a emmené dans une pensée de transmission qui est absolument passionnante, puisque aujourd'hui on travaille sur vraiment un projet d'émancipation individuelle, c'est-à-dire ce qu'on transmet, c'est pas tant un savoir que les outils qui vont permettre à chacun de s'émanciper, d'être autonome, et du coup de pouvoir avoir une production brute au plateau, d'être performeur en fait, dans un cadre établi, dans un dispositif même esthétique. Mais voilà, c'est ça qu'on essaie de développer aujourd'hui dans notre travail de pratique amateur. Et de pratique amateur et depuis hier, j'ai un nouveau mot qui est bien, que j'ai chopé à quelqu'un, parce que j'ai du mal aussi avec le terme projet participatif, de plus en plus, qui est un terme économique d'ailleurs au départ, participatif, c'est mettre au départ dans quelque chose. Donc ça a du sens à un endroit et puis à un autre c'est un peu paradoxal, mais j'aime bien l'idée que les amateurs sont aussi des contributeurs. Voilà. Et qu'un projet de pratique amateur peut être un projet contributif. Et ça revient à une certaine... Ça reste aussi un peu marchand, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas que la force du travail, en fait, qui est injectée, je trouve, dans le processus, mais la force identitaire, la force culturelle, la force vive, quoi, en quelque sorte. Voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas séparer un projet de pratique amateur de sa nécessité économique, de son modèle économique et de sa production.
voire même de son exploitation. Mais, après, c'est assez compliqué, éthiquement presque, de parler d'exploitation avec un projet, avec des amateurs, mais il faut quand même payer. Ouais, voilà. Et donc, il ne serait plus amateur. Valérie Berthelot, là, on n'a pas fait exprès, je dirais, mais c'est un peu genré comme les hommes artistes, les femmes plus travaillant donc dans des institutions culturelles. Valérie Berthelot, donc vous travaillez au National. Oui, donc le Théâtre National, pour le décrire brièvement, donc une institution culturelle située au cœur de Bruxelles, c'est 75 personnes qui travaillent autour d'un projet commun, je le défendrai comme ça, autour d'une programmation qui est depuis 6 ans maintenant élaborée par Jean-Louis Collinet. Donc c'est une programmation, disons comme il l'a décrit souvent, un théâtre d'aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Donc un théâtre quand même assez exigeant, pas spécialement facile d'accès. Donc nous sommes tous mobilisés autour de cette programmation. Alors ma fonction, je coordonne le service éducatif. Là, on a parlé de la notion de médiateur, mais il y a le poids des mots. On a parlé beaucoup des mots ce matin. Je pense que pour M. Saada, déjà, le Théâtre National, si on ne le connaît pas en y venant, on peut imaginer derrière ce mot beaucoup de choses qui ne correspondent pas spécialement à la réalité. Maintenant, le service que je coordonne aussi, le terme me pèse moi-même un peu. On a déjà tenté de trouver d'autres mots, mais c'est pas évident. Donc service éducatif, c'est quoi? C'est une équipe, on va dire globalement de 4 personnes. Je ne sais pas si j'entre un peu plus dans le détail maintenant. Mais, qui a pour mission, on va dire, de faire le trait d'union, le lien entre le public de manière générale et les artistes, ce qui se fait sur la scène, et avec une spécificité qui va vers le public scolaire. Alors, on travaille vraiment en relation directe avec le service de relations publiques. Peut-être là je développerai plus longuement par après, mais donc il y a des va-et-vient, une circulation d'énergie. Là, vous pouvez déjà justement articuler ça, parce que donc votre service éducatif s'occupe essentiellement donc du rapport avec le milieu scolaire, plus l'organisation d'introduction, de rencontres après spectacle, voire de visites du théâtre. Et puis il y a le service relations publiques qui lui s'occupe plus du monde associatif alors, ou entreprise. Oui, ça disons qu'il y a un entremêlement, on va dire, de tout. Le service éducatif, disons, que travaille sur l'aspect, on va dire, plus pédagogique. Donc, ça veut dire que depuis, le Théâtre National est une institution qui existe depuis très longtemps, et donc le public scolaire a aussi une grande importance, vu que les jeunes, c'est le public de demain, et que via les écoles, simplement, on arrive à toucher tous les jeunes. Donc nos actions vont principalement par là, et donc d'où le terme service éducatif, c'est donc mettre en place des activités participantes différents types, donc ça peut être des animations, des rencontres avec des artistes qui tissent des liens, faire rebondir les jeunes dans ce cas-là sur de l'art, mais plus largement une réflexion sur le monde dans lequel on se trouve. Donc je dirais que c'est tisser des liens, aiguiser la curiosité des jeunes, et plus largement, donc à côté des jeunes, nos actions se portent aussi sur le grand public qui est déjà arrivé, qui a déjà franchi la porte de chez nous, à savoir via des introductions au spectacle. Donc évidemment via aux introductions sur les personnes qui le souhaitent. J'espère bien que les introductions ne sont pas indispensables pour tous les spectacles. Les introductions sont là aussi pour qu'on ne vienne pas avec un savoir à donner, mais sont faites à chaque fois, il y a un re-questionnement, un questionnement par rapport à ce qu'on veut dévoiler, ce qui est indispensable à donner, on va dire,
face à un interlocuteur qui est face à nous. Donc, là, en l'occurrence, le grand public, ce sera encore différent. Des rencontres après spectacle, des visites guidées, donc qui s'adressent à un plus large public. Alors, le restaurant public, c'est aussi simplement plus largement l'accueil du public, hein, qui fait qu'on se sent bien dans un lieu, donc on a envie d'y revenir. C'est totalement indispensable. J'ai vu ici, en arrivant, le travail qui a été réalisé dans l'accès. Je trouve ça assez génial. Enfin voilà, plein de choses qui font qu'on a envie de venir dans un lieu. Ça contribue à quelque chose de positif. À côté de ça, oui, il y a le travail, le lien avec le milieu associatif, où là, disons que l'article 27 qui était ici présent est un interlocuteur privilégié. Donc on n'a pas vraiment possibilité au nombre de personnes avec lesquelles on travaille pour aller faire un travail de terrain. Mais par contre, bien sûr qu'il y a un lien qui est établi avec le milieu associatif. Et article 27 est notre interlocuteur direct. Et eux font le relais plus sur le terrain. Voilà. Okay. Et tout à l'heure, on parlait de création partagée, contributive ou participative. Vous développez ça aussi au national? Tu peux répéter? La question. Donc, création partagée, participative, contributive. Vous développez ça au national, par exemple? Je ne comprends pas vraiment en fait les mots. Est-ce que vous faites des créations, par partagée. exemple, partagées avec... Participative? Non. D'accord. Ah non, pas national. Par contre, ce que j'ai oublié de mentionner quand même, c'est que c'est un théâtre de création. Mais on n'est pas dans le théâtre d'action. Comme l'a dit Paul Biot, il y a le théâtre action. Non, je dirais que nous, notre particularité, excuse-moi, hein, c'est quand même, c'est de partir aussi, de faire du théâtre avec ce public-là, de partir à partir des besoins des participants et d'essayer de monter des spectacles et d'aller les montrer aussi dans des théâtres. La difficulté, pas seulement national, mais d'autres théâtres, c'est qu'à un moment donné, où tu dis non, on est des théâtres pros, c'est pas possible de montrer ça. C'est impossible. Il y a quelques années, j'ai essayé au national, on voulait me placer dans la semaine des merguez. On m'a dit, on va vous mettre pendant la semaine d'interculturalité, machin chouette. Alors que ce serait quand même plus sympa de mettre ça pendant la saison, pour que les gens puissent découvrir aussi ce que font les autres. Puisqu'on dit que le théâtre est un lieu de métissage, est un lieu où les gens se rencontrent, et puis on se rend compte aussi que nous, on fait des plages comme ça. Une semaine pour les jeunes, défavorisés. Une semaine pour les troisième âge. Une semaine pour le machin. Alors que ça devrait être plutôt et je trouve ça un peu dommage. Quoi. Mais bon, c'est une... Moi, je voudrais quand même juste réagir sur le fait que notre programmation n'est pas... voilà, mais se fait en fonction de critères artistiques et que nous sommes à la recherche de singularités qui ne sont peut-être pas là-dedans, mais différentes. Donc, c'est pas en fonction d'une origine ou quoi que ce soit qu'est échafaudée notre programmation, mais c'est plus de singularité artistique à la base qui valent ce qu'elles valent, mais c'est un choix qui est posé par une personne et qui est soutenu par une équipe ensuite. Ok, on pourrait peut-être en discuter. Là. Si je puis me permettre. Ah oui. Patricia Baletti. Alors, au Théâtre des Tanneurs. Le Théâtre des Tanneurs, c'est une programmation contemporaine en théâtre et en danse. La particularité, je pense, c'est d'être implanté dans ce quartier ici, des Marolles, qui est quand même très riche, très dense, avec une centaine d'associations. Donc on a privilégié un travail en réseau, une volonté d'ouverture. Je pense la taille du théâtre aussi, l'équipe, on est plus d'une dizaine. La salle fait 200 places, donc vraiment il y a des échanges possibles. Et comme on essaie d'accueillir des démarches artistiques aussi singulières, l'envie qui est là, c'est vraiment de travailler avec des artistes qui ont envie de la partager, de pouvoir la porter. Donc on n'a pas de service éducatif ici au Théâtre des Tanneurs. Mon rôle, c'est plutôt d'essayer
de trouver des cadres pour que cette démarche artistique puisse être directement portée par les artistes et que ce soit les artistes eux-mêmes qui, s'ils en ont envie, s'ils en ont la nécessité, partagent leur vision du monde, parce que c'est plutôt à cet endroit-là que peut-être intéressant aussi en tant que théâtre, c'est d'être dans cet échange-là. Donc avec un travail de direction artistique qui est fait, voilà, et de ça, des choix sont là, et puis comment on se rencontre, comment on peut partager les choses à partir de là. Et donc tout à l'heure on parlait de service éducatif, à Otana, ça s'appelle comment? Relations quartier. Relations quartier. On est, voilà, la taille du lieu, dans ce cadre-là aussi, on a une visibilité un peu différente aussi, donc on travaille peut-être plus en proximité. L'implantation fait ça aussi, je pense, du quartier. Vous pouvez donner des exemples justement de ce que vous développez au niveau de ce qu'on peut appeler médiation? Mais donc il y a les projets participatifs, mais il y a aussi simplement le fait de venir en tant que spectateur. Alors au fur et à mesure, donc au départ c'était plutôt des ateliers avec des artistes ponctuels ou à court terme, quelquefois quelques séances avec des artistes qui permettaient de travailler la thématique d'un spectacle ou une discipline particulière. Et puis au fur et à mesure avec les projets quartiers, donc qui sont les créations de spectacles avec des noms professionnels, dont le Kenbiro. De ce fait-là, il était question de donner des suites à ces projets, et pour donner des suites, l'idée c'était de ne pas chaque fois non plus tenir les projets pendant des années avec les mêmes personnes, mais de se dire ce qui est continu au Théâtre Les Tanneurs, c'est la programmation, c'est notre mission première d'être un théâtre subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de venir aussi voir les spectacles, d'être dans cet échange-là, on participe, on fait des choses, mais aussi on vient voir et comment tout ça se nourrit. Donc on a mis en place un comité de spectateurs qui a un cadre d'accueil finalement, qui permet simplement de se dire à 19h on se retrouve, le spectacle est à 20h30, entre 19h et 19h30 il y a une rencontre possible avec les équipes artistiques, elle ne dure jamais une demi-heure, mais c'est le temps que chaque équipe a de disponible avant de jouer, qui a la possibilité aussi, parfois c'est le metteur en scène, parfois les comédiens. J'essaie toujours d'insister qu'il y ait les comédiens qui viennent aussi, parce que c'est l'idée aussi qu'on désacralise l'acteur, qu'on se rende compte que c'est aussi une personne vivante qui a échangé simplement par rapport à ça. Et moi j'aime beaucoup l'avant, c'est ça, adapte l'après, moi j'aime bien justement mettre comme ça en condition et pas du tout parler de ce qu'on va voir, mais se rencontrer, vraiment dire on est entre êtres humains, on a des visions chacun des choses, on va venir voir une proposition de vision de ce monde. Voilà, c'est vraiment cette rencontre-là. Puis on mange, très important, n'est-ce pas Nicolas? Moi, j'aime beaucoup les boulets. Et après, on voit le spectacle. Et après le spectacle, il n'y a rien d'organisé immédiatement parce que c'est trop à chaud, on n'a pas envie de mettre spécialement les personnes qui sont là à devoir dire quelque chose tout de suite. Mais par contre, au fur et à mesure aussi, on a mis en place l'atelier trace qui se passe en journée, le jeudi suivant en général, en après-midi. Quelles impressions le spectacle a laissé et comment on peut en donner une forme artistique aussi. Il y a l'art plastique, donc ça c'est Catherine Martin qui gère l'atelier. Et alors il y a l'installation que vous avez pu peut-être remarquer dans le couloir à l'entrée, c'est France Évrard qui est plasticienne, qui a son compagnie Art Nomade et qui alors installe scénographie un peu toutes ces traces en proposant chaque fois un atelier singulier par rapport à ça. Et donc il suffit d'être venu voir un spectacle pour voir aussi... c'est des impressions à partir des spectacles qu'on a vus. Voilà. Au tout début de cet après-midi, Laurence Kahn disait que médiation, tout le monde n'était pas d'accord avec ce mot. Je ne dirais pas que c'est un mot grossier, mais vous le percevez comment, ce mot médiation? Moi, je n'aime pas le mot. Je n'aime pas le mot parce qu'effectivement, je trouve déjà que toutes les définitions, quand quelqu'un dit définir, c'est limité. Je crois qu'effectivement, on essaye, c'est l'objet aussi de la journée quelque part, mais de définir quelque chose qui se fait aussi de manière naturelle par plein de gens tout le temps. C'est un peu particulier, mais que médiation, personnellement, dans mon imaginaire, quand j'entends le mot médiation, c'est une connotation un peu négative, effectivement, médiateur, avec son enfant qui a des difficultés, son compagnon, etc. Donc c'est comme si on devait résoudre un problème, pour moi, je l'entends un peu comme ça, et donc ça résonne de manière négative dans mon esprit. Or, la médiation culturelle, justement, c'est faire naître
c'est faire naître, jaillir des nouvelles idées, tisser des liens. C'est extrêmement positif et porteur comme dynamique. Et donc, moi je n'aime pas le mot, mais voilà, c'est juste pour... Oui, moi j'abonderais aussi dans ton sens, si tu permets. Oui, c'est plutôt tisser. Oui, oh là, c'est pas parce que c'est conciliation. Mais non, mais c'est vrai, c'est plutôt tisser des liens et puis être dans un rapport pas paternaliste, plutôt apporter des choses. Mais lorsqu'on travaille avec un groupe, le groupe nous apporte beaucoup de choses aussi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un échange. Parce que médiation, ça fait vraiment directement, vite, la rue machin, on demande un médiateur, oui, quel spectacle tu veux voir, oui, quoi, qu'est-ce que tu penses? Ça fait un peu... Et souvent, on est souvent étonné par rapport Un jour, j'ai amené j'étais avec tout un groupe de femmes, on était au Théâtre des Martyrs. Et je dis au directeur, je dis Scaes, écoute, je vais venir avec une vingtaine de femmes. Elles vont venir ici au théâtre. Je dis, ben oui, elles vont venir ici au théâtre. Donc elles ont mis leurs beaux habits, tu vois. Elles ont été chez le coiffeur et tout. Elles sont arrivées, ils se tenaient à la porte. Salam alaikum, bonjour. Et une fois qu'elles sont rentrées, il y avait un truc extraordinaire, le spectacle se passe. Et pendant le spectacle, effectivement, elle n'avait pas les codes, elle demandait chaque fois aux acteurs de ne pas bouger pour prendre des photos. Donc les gens, mais vraiment, c'était assez... Donc j'étais à côté, je dis, non, il faut vous asseoir. Je vais juste prendre une photo qui bouge pas. Et à la fin du spectacle, chose extraordinaire, elles ont adoré, elles ont applaudi, et puis elles ont youyouté. Et Scaes croit que c'était l'alarme. Et donc ça c'est au niveau des corps. Il me dit, elles ont crié. Je dis, ouais, chez nous quand on crie, on le dit. Voilà, c'est plutôt un échange, c'est plutôt ça. Et vous parliez, un terme que je trouvais plutôt pas mal, c'est, vous parliez d'émancipation du désir. Donc pas d'émancipation citoyenne ou émancipation personnelle, etc., mais émancipation du désir. Donc on n'a pas de cahier des charges particulier, on n'est pas une compagnie conventionnée en France, donc on n'a pas de cahier des charges particulier pour faire de la pratique amateur. Ça c'est une chose que je n'ai pas dite mais qui me semble importante, donc c'est quelque chose pour nous d'assez volontaire. Et en fait, évidemment, on n'a pas d'ambition directement politique. Donc le matériau qu'on travaille, comme dans n'importe quel spectacle de création, c'est les émotions, le désir, les regards, enfin tout ce qui fait qu'un spectacle se constitue, se met en création. Donc moi ce qui m'a toujours intéressé, je crois, dans ce métier-là, ce qui fait que je fais ce métier-là, c'est parce qu'il faut, on part du noir, on entre là, on se met là, et on s'adresse. Et puis, ça écoute, ou même, parfois, ça répond. Et ça, c'est une question de désir au départ. C'est-à-dire de vouloir rentrer en contact avec quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Après, peut-être, là pour parler de mise en scène aussi, prendre une phrase de Deleuze qui est désirer, c'est construire un agencement. Et ça, c'est de la mise en scène. C'est aussi créer une recette de cuisine. Enfin bon, après, le désir, c'est très large, mais le désir, c'est ce qu'on peut avoir en commun. D'où qu'on vient. Et si on utilise ce matériau-là, enfin en tout cas nous c'est vers là qu'on tend, en utilisant ce matériau-là, on peut vraiment, je crois, tenter de rentrer en relation avec quelqu'un, avec quiconque même. Voilà. Donc après, ça... Bon. Ouais. Et ce terme émancipation, c'est quelque chose qui, dans vos pratiques, est quelque chose qui fait partie des moteurs de votre travail? Peut-être pas émancipation du désir, mais bon, vous pouvez rebondir justement sur cette expression-là. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui rejoignent l'émancipation. Je crois dans tout ce qu'on a vu sur la médiation culturelle, je pense effectivement qu'il y a s'émanciper de, je crois que M. Saadel a bien expliqué, mais de la bulle dans laquelle on s'enferme. Je parle tout le monde, hein, tout le monde a des a priori, des attentes à tout moment. Hein, vous en avez quand vous entendez parler maintenant, et inversement.
Je dirais que l'émancipation est fondamentale dans le rôle du médiateur, qu'il y a la notion de collectif et que c'est pas évident comme relation non plus parce qu'il faut un peu s'effacer. Il faut effectivement pas qu'il y ait de notion aucune de supériorité parce que de toute façon personne n'a le droit à se sentir supérieur, même par une connaissance liée à un spectacle ou quoi que ce soit. Mais disons qu'il faut être inventif aussi, ça je voulais dire, collectif et inventif et se remettre en question. Parce que quelque part, on est médiateur qui lie, nous, au Théâtre National, on est médiateur relié directement à notre programmation artistique, qui est pour moi, qui questionne le monde dans lequel on est, et donc notre société. Et la société évolue, et donc le rôle du médiateur est de se coller à la société, et donc d'être mouvant et de se repositionner à tout moment. Et ça, c'est ici quelque chose d'important. Alors si on aime s'émanciper là-dedans, si on s'émancipe là-dedans, tant mieux. Il faut aimer le changement, et effectivement, les erreurs, je crois que quelques-uns en ont signalé, moi je pourrais vous en raconter 1000 évidemment. Parce que dans le rôle du médiateur, forcément, tout le monde a des a priori, des idées, et dans la pratique, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et on agit après en fonction. Il faut faire l'erreur une fois aussi pour... voilà. Patricia ou Ben, je sais pas, c'est pas obligatoire de... Oui, moi je veux bien, moi j'aime bien parler. Oui, ça je remarque. Patricia. Patricia, non, c'est vrai que t'es chez toi, vas-y. Justement, d'abord les autres. Non, oui, l'émancipation, oui. Bon, par exemple, à Molenbeek, lorsqu'on travaille dans une association avec des femmes, c'est déjà s'émanciper par rapport au quartier, par rapport au groupe, par rapport... Déjà ça, c'est énorme de pouvoir jouer sur scène devant des hommes, par exemple. Ça, vous vous rendez pas compte, c'est un pas de géant. J'ai des femmes qui font leurs courses et puis je découvre en répétition qu'elles disent à leur mari qu'elles sont à la chaussée dedans, qu'elles vont arriver, juste avant la représentation théâtrale. Donc tout ça, c'est magique. Et puis on apprend plus tard que grâce notamment à l'atelier, elles ont pu s'inscrire dans d'autres groupes. Certaines ont passé leur permis de conduire, d'autres ont été s'inscrire à une chorale. Et on se dit, voilà... en tout cas, l'art et le théâtre, c'est aussi éveiller les consciences, sans venir et dire voilà, j'ai la bonne parole. Ça fait plaisir aussi. Et puis, à leur tour, elles commencent à avoir ce réflexe aussi où le théâtre n'est plus tabou, où le théâtre n'est plus, n'est pas haram. C'est du halal aussi. Voilà. J'ai entendu ça, des femmes disaient tiens, au théâtre, est-ce qu'on se touche? Je dis, mais tu ne vas pas tomber enceinte, il va rien arriver. Oui, on a ça c'est la réalité, quoi. Et puis après, on essaye de les amener, d'aller voir des spectacles. Et puis, il y a aussi des spectacles qui vont dans les quartiers, dans la compagnie de notre ami Jamal, avec la compagnie des Nouveaux Disparus, qui est là. Et c'est la particularité d'un théâtre, d'aller là où les gens se trouvent. Ça, c'est important. Et certains théâtres, je dis certains théâtres l'ont oublié, voilà. Parce que c'est difficile aussi de faire cette démarche-là, d'aller au théâtre, vu le prix, vu toute une série de choses. Et donc là, on se dit, humblement, on a contribué, c'est une petite goutte, quoi, on a contribué à quelque chose. Bon, Jamal, donc c'est le Nouveau Disparu, c'est ça? Oui. Donc, avec une tente berbère ou un chapiteau. Pas nécessairement berbère, hein. Oui, il y a ça aussi. On a les berbères pour les subsides. C'est de la tactique subsidiaire. D'accord. Non, mais c'est vrai, avec Jamal, on tourne en Wallonie, on tourne partout. Et il fait un travail magnifique. Il arrive avec ses camions, c'est à l'époque de Molière, quoi. On revient à ce théâtre forain. Donc il y en avait d'autres avant, hein, donc on n'est pas en train de dire qu'on a inventé quelque chose non plus. Hein. Donc d'autres étaient là avant nous, mais on continue ce mouvement-là, on essaye. Et donc moi je ne connaissais même pas, je suis très bruxellois, un jour on arrive à Wanfer-Sebolé, donc on était en Afrique. Non mais franchement, Wanfer-Sebolé, on arrive et puis on voit les gens qui arrivent, certains arrivent en pyjama, d'autres en peignoir, ils prennent des couvertures et ils viennent voir le spectacle. Et on se dit waouh, là c'est encore un autre type de population.
Et c'est un travail important, voilà. Je trouve ça chouette. Et quand on a fini quand on a fini sa représentation, on s'est dit, tiens, on a l'impression d'avoir servi à quelque chose. L'espace public, ça aussi, c'est quelque chose qui est central chez vous, non? Oui, et c'est pareil, hein, ça nous est arrivé, ça. C'est quand le projet Week-end Vie Rose est né, il y avait une évidence de le faire dans l'espace public. Je ne suis pas quelqu'un qui hérite des arts de la rue, en France notamment, c'est assez lourd. Donc je ne suis pas du tout dans un héritage esthétique de ça, mais il y avait une évidence de se projeter dans l'espace public, parce que le projet, comme il était avec des habitants, souvent donc il est question de territoire, là particulièrement ici dans les Marolles, c'est intéressant de se réemparer en fait de là où on vit. Aujourd'hui, alors plus ça a développé chez nous évidemment tout un tas de réflexions sur l'espace public, ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'on en fait, nous en tant qu'habitants, mais aussi ce que les urbanistes en font. C'est que voilà comment est-ce que l'espace public peut être un endroit encore aujourd'hui d'émancipation. Et plus juste un lieu de passage comme ça, des espaces pour des trajets, pour aller d'un point à un autre. Mais comment on peut rester dans l'espace public? Et c'est très contrôlé maintenant, tout ça, depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, se réapproprier l'espace public, c'est quelque chose qui était fondamental parce que ça découle d'une pensée comme ça de tenter de fédérer autour d'un processus de création. Alors on a pas mal parlé ou en tout cas si on n'a pas parlé, en tout cas on a suggéré la question d'ouverture, travailler sur l'ouverture, travailler sur le lien. Avec un public jeune, scolaire, la sensibilisation est énorme, vu que ce soit au travers des pièces, plus largement directement sur ce que c'est le théâtre. La sensibilisation est énorme et indispensable d'ailleurs dans le milieu scolaire. Et ça s'articule comment, ça, on va dire? Ça s'articule comment? Ben, concrètement, on va, ça peut être les différents axes. Si c'est en rapport avec une pièce de théâtre, ça peut être effectivement une simple animation d'une heure en classe, qui a pour mission en fait d'une part de donner certainement des clés nécessaires aux jeunes pour qu'ils apprécient au mieux le spectacle qu'ils vont y voir. Donc ça ne veut pas dire leur raconter évidemment l'histoire, tout le monde entend ce que ça veut dire. C'est évidemment juste aiguiller sur des choses importantes à connaître avant et simplement revenir toujours à l'objectif. Concernant parler de l'objectif d'article 27, mais nous aussi c'est revenir à chaque fois peut-être à l'objectif de ce qu'est le théâtre, pourquoi on fait du théâtre aussi. Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent dans une salle obscure. Voilà. Et la sensibilisation, même si c'est au travers d'une programmation, elle a toujours ça comme objectif premier. C'est de montrer l'importance de ces moments-là. Voilà. Je pense que la sensibilisation ne peut pas se désolidariser de l'émancipation. Encore, je reviens sur mon truc sans être tu sur l'émancipation. Mais la sensibilisation, c'est pas seulement faire connaître quelque chose, c'est pas simplement de l'information, de la communication. C'est réveiller le sensible. Et voilà, donc retravailler sur ce qu'on peut éprouver quand on voit quelque chose, quand on rencontre quelqu'un, pour moi c'est très lié au travail, un travail sur les émotions, sur comment est-ce qu'elles peuvent être là tout le temps, dans la relation, en regardant quelque chose, en faisant quelque chose. Et c'est ça qui se lie aussi au désir de construire ensemble, quoi, il me semble. Et si je comprends bien, finalement, la sensibilisation, c'est le premier pas vers l'émancipation. Oui.
Oui. Oui, il me semble. Je rajouterais peut-être par rapport aux démarches des artistes aussi, à se dire, oui, on peut prendre la parole, oui, on a le droit de penser des choses, voilà. Donc que le théâtre sert à ça aussi, et qu'un artiste fait ça, prend des risques, prend ce risque-là. Là, c'était la peur du mal tombé. Voilà, je pense que le théâtre peut aussi sensibiliser à ça. Et les projets participatifs aussi peuvent donner ces outils-là. Week-end Hero, c'est formidable. Voilà. Donc voilà, sensibiliser à ça aussi, à cette façon de pouvoir être soi-même. En tant qu'artiste, je pense que c'est ce qu'ils font. Serge Sadat parlait tout à l'heure d'un des fondamentaux, puisque là on était légèrement de manière un peu empirique, parler justement de tous les liants, tous les termes qui créent plus ou moins, peuvent créer un portrait de ce que peut être la médiation. Parler d'horizontalité, l'importance de peut-être pas afficher que je sais, et être curieux de ce que l'autre a à dire ou sait aussi. L'horizontalité dans votre pratique, c'est quelque chose aussi qui est fondamental précisément, ou en tout cas qui est central. Fondamental, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui est là, où on se dit « Ah, ce serait génial, vraiment génial, si tout pouvait être horizontal. » On voudrait tous ça. Et on s'efforce parfois même à le faire. Des fois, ça marche. Et puis, des fois, il faut quand même quelqu'un qui tranche, quoi. Parce qu'il a juste une fonction dans un processus, dans un groupe, dans un collectif, dans une communauté qui s'est constituée. Il a pris la fonction de celui qui regarde et de celui qui va trancher. Voilà. Ce qui peut être le cas souvent au théâtre d'un metteur en scène, d'un chorégraphe, d'un encadrant, en fait, d'un accompagnateur. Après, c'est la manière, finalement, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, c'est sans être structurel, c'est juste la manière d'être avec le groupe, quelle que soit sa fonction, qui va permettre une certaine forme d'horizontalité. Enfin, il me semble, l'organigramme peut exister et quand même avoir retrouvé l'essence même de ce que pourrait donner une horizontalité totale. Bon, je ne sais pas si je suis très clair. Moi, je dirais que c'est effectivement le collectif prime, l'horizontalité, oui, dans le sens que dans un groupe collectif comme dans les ethnies, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur ou quoi, tout le monde participe à la collectivité, et donc quelque part mon rôle, je le vois là-dedans, mais que l'horizontalité on n'est quand même pas tous, on a des missions quand même définies individuellement, et donc ça dépend où on se positionne, mais c'est vrai qu'avec un travail avec des jeunes, par exemple, forcément, on n'est pas, on va amener des choses différentes. C'est pas mieux d'un côté que de l'autre, c'est égal et donc c'est horizontal, dans ce sens-là, oui, mais on est quand même, on est à des places différentes qu'il faut évidemment respecter. Oui, ça n'empêche pas la fonction commune, en fait. C'est-à-dire qu'on a des rôles, des tâches à effectuer dans une communauté. On peut être contre, on peut être pour, mais on a des tâches, et ça n'empêche pas d'avoir une fonction commune, qui est en l'occurrence là la fonction créatrice, par exemple. Ou instigatrice. Oui, ou instigatrice. Ouais. Après, voilà, il faut être plus ou moins intelligent pour pas trop se la raconter, pas être... Enfin, après, c'est dans la relation aussi que s'installent certaines choses, certains codes. C'est comment on ne fiche pas les choses, peut-être aussi, comment ces places ne sont pas arrêtées une fois pour toutes, mais comment il y a du jeu aussi là-dedans. Oui. C'est les tâches, en fait, qui déterminent les rôles, j'ai l'impression. Là, on revient à la question sur les attentes, justement. Et donc, les attentes, on vient pour faire un certain travail, mais qu'est-ce que les gens sont venus pour recevoir quoi? Et c'est là, dans cette écoute-là, qu'il y a une adaptation à faire, c'est ça que vous voulez dire? Ou j'ai pas bien suivi? Pas bien suivi. Pardon? Moi, je n'étais pas bien suivi. Tu parlais d'adaptabilité.
Et donc, on revient par rapport à la question des attentes, donc les siennes, mais celles aussi des gens avec qui on va travailler. C'est là aussi qu'il y a une forme d'horizontalité à avoir sur la question des attentes, les siennes et celles des autres, et voir comment ça se rencontre, quoi. Non? Mais je ne vois pas trop dans les... Oui, c'est sûr qu'il y a des attentes qui peuvent émerger à un moment et qu'il faut être à l'écoute de ça et voir comment le projet n'y répond pas. Comme Laurence disait ce matin, il y a des consignes dans les ateliers. L'idée n'est pas spécialement de les suivre, mais de savoir ce qu'on fait. Si on ne les suit pas, on ne les suit pas, mais on sait qu'on ne les suit pas. Oui. On sait ce qu'on est en train de faire. Voilà. Dans cette conscience-là de ce qu'on est en train de faire, on n'est pas obligé de tout accepter ou tout... et ça se discute, comme tu disais, c'est dans une relation. Et voilà, là, il y a une proposition qui est faite, comment on la suit ou pas, mais comment on est conscient de ça, comment on partage quelque chose. Je trouve qu'il faut aussi trouver un équilibre entre ce que l'artiste propose, puisqu'il est là pour ça, et les participants veulent aussi. Donc, voilà, donc il ne faut pas être dans une empathie, il faut bien jongler, parce que moi, par exemple, en atelier, on parle de thématiques très très importantes, où on se sent que ce soit des tabous, que ce soit le religieux, que ce soit... On en parle, c'est une chose, mais le montrer et lui donner chair et le mettre sur scène, c'est encore autre chose. Alors souvent on me dit, on peut en parler, mais on ne le montre pas. Et donc là on se dit, mais c'est dommage, il y a quelque chose qui se passe ici, ça ne peut pas rester ici, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'il y ait une transformation pour qu'il y ait le théâtre. Et on se dit, ben, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et alors, je vais avoir une question un peu, c'est pas cynique, mais puisque la prochaine table, ce sera sur le politique. Je pense qu'aujourd'hui, le politique, voilà, l'argent public, la notion de service public n'existe plus de la même manière, et l'argent public est aussi une forme, un investissement. Oui, enfin, c'est presque cynique de le dire, mais voilà, je pense que c'est pas faux. Alors justement, à quoi bon tout ça? Justement, cette forme d'investissement dans la médiation, à quoi ça sert? J'espère que tous les gens qui sont ici trouvent un intérêt, évidemment. Mais j'aimerais écouter les vôtres alors. Mais à quoi ça sert? On n'est pas, évidemment, on n'est pas dans une logique de résultats ou d'objectifs concrets. Disons que c'est plutôt dans un registre d'une envie de créer du lien, de la cohésion entre les gens, de questionner le monde dans lequel on se trouve, qui est essentiel dans la vie, simplement. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Oui, bah, la question politique, elle est là. C'est-à-dire que c'est ce type de projet, là pour parler un peu plus de politique, nous on est très accompagnés, par exemple, qu'on fait de la pratique amateur, on est très accompagnés politiquement. Il y a, alors c'est local, hein, c'est la ville de Tours qui non seulement qui nous aide, mais qui veut construire avec nous des choses. Alors, c'est compliqué, mais c'est passionnant, parce qu'évidemment, on ne fait pas les choses pour les mêmes raisons. Les élus et nous. Voilà. Donc on essaye de trouver, en général, un compromis. Des fois, on ne le trouve pas, et c'est pas grave. Mais il y a quand même aujourd'hui cette attention-là, je trouve, des politiques. Mais, voilà, les objectifs ne sont pas souvent les mêmes. Ça peut aller, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin quand même. Globalement, on va foutre la main. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est que y a, les théâtres se vident en France, les théâtres se vident, alors on cherche des moyens, et ça c'est une politique qui cherche à nouveau les remplir. Bah, nous, on est une cible parfaite, par exemple, pour pouvoir remplir des théâtres, puisqu'on fait des projets participatifs avec, imaginons, 60 personnes. Si chacun vient avec 5 personnes, et ben la salle est remplie. Voilà. Ça, c'est un des objectifs qui, moi, m'intéresse peu, évidemment, dans mon travail, mais qui existe et qui est là souvent. Voilà. Le participatif, c'est un peu tout et n'importe quoi aussi. C'est pour ça que je parle vraiment d'émancipation, c'est-à-dire que pour moi, un projet participatif, mais où
où l'individu n'est pas au centre même de la création, n'est pas un projet participatif, c'est un projet démago qui répond sûrement à tout un tas d'attentes politiques, mais qui ne peuvent pas être les nôtres. Voilà, il me semble. Bon. Après, il y a des politiques qui sont super aussi. Hein. Non, mais vraiment, en plus. Ils sont même très chouettes. À quoi ça sert, non? Moi, je reviens, comme disait Marie, et je relisais là l'interview que Lionel Tellen a faite de Thierry Thionien, qui disait plutôt à questionner, pas à soigner, mais vraiment à questionner, à permettre à chacun de se questionner, de questionner le monde dans lequel on vit, comment on est, dans ces relations, vraiment plutôt. Ça, c'est fondamental. Ça, je pense, c'est éminemment politique. Oui, et puis il faut pouvoir essayer de garder, comme on est l'église au milieu du village, quoi. Être indépendant par rapport au pouvoir politique, c'est toujours très difficile, quoi. Pas longtemps, on m'a dit, Ben Amidou, il tapait un spectacle sur les homosexuels, par exemple. On fait des demandes bien précises. Et donc, il suffit de voir qu'on remplit nos... Je sais pas, vous avez déjà rempli les formulaires, hein. Combien d'allochtones vous avez, combien d'autochtones, combien de plus de 15 ans, moins de 15 ans. Donc, il faut vraiment se mettre dans des cases, essayer de garder son indépendance et surtout de pouvoir se questionner et puis surtout de créer. Ça, c'est l'objectif, de créer. Parce que le théâtre, c'est ça, c'est mettre la vie en jeu, c'est créer, qu'il y ait quelque chose qui se passe de magique. Et ça, pour pas tous les politiques, mais c'est pas toujours le même objectif. Les cadres de subventionnement peuvent influencer la propre évolution pratique de son travail, c'est ça que vous Oui, parce que dans la politique, il y a aussi des cases. On te dit non, c'est pas notre... c'est très bien ce que tu fais, mais c'est pas nous. Il faut aller dans l'autre... il faut aller taper dans l'autre bureau, là. C'est eux qui mettent ça. Puis tu vois, ah oui, vous faites un truc à l'extérieur, non, c'est pas là, il faut aller chez l'autre. Donc il faut vraiment... oui, il faut bien fixer le cadre. Une fois qu'on a fixé le cadre, là ça va. On peut se laisser aller et on peut surtout créer. Parce que nous, ce qui nous anime, c'est à la fois la création et la passion de ce qu'on fait. On est des passionnés. C'est pour ça qu'on est toujours là. Mais avant nous, il y en avait d'autres. Hein. Donc voilà. Voilà. Oui. J'allais y venir pour éviter que le retard ne s'expanse. Médiation culturelle, c'est aussi médiation culturelle avec les publics. Donc on va quand même essayer d'ouvrir sur le public. On peut quand même? On a 5 minutes avec le public. Voilà. Bon, désolé. Oui, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire par rapport au lien avec certains pouvoirs publics. Et je voudrais savoir si vous iriez jusqu'à dire qu'il y a des risques d'instrumentalisation parfois quand on travaille avec les publics. Oui. C'est possible. Oui, absolument. Heureusement, c'est filmé, hein, parce que c'est important. C'est un ami qui me l'a dit. Je t'en prie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens d'une anecdote quand Week-end de Rose a commencé en 2008. Il a fallu qu'on tienne la corde parce que, en fait, certains programmateurs qui voulaient acheter la pièce nous demandaient si on venait avec nos amateurs, par exemple. Voilà. Ça commence par là, déjà, à dire non. Si on vient avec nos amateurs, c'est plus des amateurs. Il faut les payer. Et ça coûte un poil plus cher, bien que. Après, sur la première année de diffusion, on a fait un truc, nous, là je vois Claire qui est notre chargée de production et diffusion, on a fait un truc, c'est qu'on a mis les prix, vraiment, volontairement, les prix de la pièce au même prix que si c'était avec des interprètes. Pour pas que la pièce soit achetée pour des raisons, pour des raisons un peu étranges, c'est des amateurs, c'est moins cher. Voilà. Donc on a défendu pendant une saison notre travail de cette manière-là, et puis aujourd'hui on n'a plus aucun problème avec ça, mais voilà, au début il faut être exigeant, assez radical, et dire ça c'est possible et ça ne l'est pas. Donc c'est un projet de transmission, mais c'est pas un projet... Donc l'exploitation, j'en parlais au tout début, l'exploitation d'une pièce de pratique amateur doit se faire de manière très rigoureuse. Très rigoureuse sur le plan éthique en fait.
bonjour. Je voudrais demander si vous enlevez le mot médiation, quel mot vous metteriez à la place? Moi j'ai dit que j'aimais bien. Bon, alors Valérie, s'il te plaît. Moi je dirais peut-être agitateur, animateur, Relation. Relation. C'est facile. Comédie. Oui, moi je dirais théâtre. Oui, c'est ça. Théâtre. Pourquoi est-ce que le théâtre devrait être absent? Je veux dire, le théâtre est né dans les églises, dans les rues, donc voilà, il faut retourner là-bas. Oui, mais la médiation culturelle, c'est au théâtre. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Mais le théâtre veut dire aussi relation, puisqu'on parle avec les gens, on essaie de trouver un consensus, on essaie de trouver des choses, donc voilà, plutôt le relationnel aussi. Rencontre, relation. Dialogue. Échange. Brainstorming. Alors, je propose qu'on fasse tout ça pendant la pause. Il y avait une dernière question, non? Attends, une dernière question. Une toute dernière question, et puis il faut vraiment faire la pause parce qu'il y a une dernière table très intéressante. C'est pas une question, hein, c'est comme c'est à l'exposé d'expériences diverses. Je voudrais aussi brièvement que possible dire comment on travaille au Théâtre des Rues depuis plus de 35 ans pour une création de 130 spectacles, peut-être pendant ces 35 ans, avec des acteurs. Il y a des questions de sémantique parfois qui sont significatives d'un comportement social et politique. Donc, nous ne travaillons que quand des groupes organisés nous demandent de travailler avec eux. Et ils se sont décidés à s'organiser entre eux de manière spontanée, donc en dehors de toute institution. Ce sont des indignés, ce sont des révoltés, ce sont des grévistes, ce sont des habitants d'habitat groupé ou d'habitat social qui décident de se mettre ensemble pour avoir une finalité qui est celle de la création d'un spectacle, sous forme de création collective, donc à savoir à partir de préoccupations qui sont les leurs, soit sous l'égalité, soit sous l'égalité qu'ils voient vivre par ailleurs. Nous travaillons aussi avec des publics qui sont dans des institutions qui font appel à nous, hein, associations de jeunesse, établissements scolaires, mouvements d'éducation permanente, j'en passe, c'est sans doute des meilleurs. Et toujours c'est une thématique que les participants à la création de ce spectacle ont décidé de choisir. Nous participons à l'analyse critique de leurs thématiques, qui sont effectivement toujours très variées, mais l'analyse, elle porte toujours sur à la fois une analyse critique, de critique sociale, de critique politique et de critique économique. Ce sont les trois choses. Autant pour relever les rapports de force défavorables que les rapports de force favorables, que les rapports d'équité ou d'inéquité qui sont dans la situation et qui permettent, à partir de cette analyse-là, qui est partagée par le groupe, de passer à ce moment-là dans l'imaginaire, de passer dans la fiction, de passer dans l'élaboration d'un scénario, puis la description des personnages, puis l'écriture des dialogues, selon une méthode d'écriture collective que je peux expliquer ici. C'est assez technique, mais c'est très facile. Hein, c'est d'une certaine manière même l'écriture automatique à certains égards. Donc voilà. Et puis après, ces gens qui ont fait ce spectacle, ils le jouent. Ils le jouent, là. C'est eux. Et avec notre concours technique, évidemment, nous sommes là pour ça. Et notre objectif, c'est de le faire diffuser le plus largement possible par des non-professionnels. Parce que ces non-professionnels, ils s'assument comme tels, ils s'assument comme militants de leur propre existence, militants de leur propre vie, ils veulent la faire partager, ils veulent dire aux gens qui viennent les voir, nous avons fait ça, vous aussi vous pouvez le faire. Faites-le. Donc nous travaillons à la réalisation d'un tissu social et culturel, qui est un tissu social et culturel de revendication, de révolte et de radicalité, mot que Mme Milquet, ministre de l'Intérieur, n'a pas l'air d'apprécier, si j'ai bien compris, il y a 48 heures, à la radio.